C'était il y a tout juste un an. Mario Draghi avait parlé de menaces existentielles. Les propos étaient forts et avaient choqué à propos de ce risque de décrochage de l'économie européenne face aux géants américains, aux Chinois. Et bien un an après, les choses ne semblent pas avoir beaucoup bougé. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Il était invité hier, Mario Draghi, par la Commission européenne pour dresser un premier bilan. Il n'a pas mâché ses mots. Je vais lire ce qu'il nous a dit. L'inaction menace non seulement notre compétitivité, mais également notre souveraineté. Les gouvernements n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Est-ce qu'il a raison? Parce que moi, quand j'écoute le discours d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, elle s'est félicitée des progrès accomplis en un an. Il y a un des deux qui dit pas juste. Oui, alors c'est vrai que la séquence d'hier était assez croquignolesque, parce qu'on a l'impression qu'ils se sont succédés pour parler, et on avait l'impression qu'ils n'habitaient vraiment pas sur la même planète. Parce que alors Ursula von der Leyen, redisant en fait ce qu'elle avait dit lors de son discours sur l'état de l'Union, et puis elle l'a aussi écrit dans un rapport en fait qu'elle a publié la semaine dernière, où elle dit, elle se félicite en fait d'un démarrage sur les chapeaux de roue de sa présidence. Elle avance des chiffres. Alors, il y a plein de domaines, mais je vais prendre par exemple celui de l'intelligence artificielle, qui est quand même crucial pour l'avenir. Elle dit, bon ben voilà, il y a 13 sites en Europe qui ont été sélectionnés pour créer des IA Factory, ces usines à IA. Le sommet de l'IA, il y a donc un grand fonds Invest AI qui a été une mobilisation pour l'investissement privé et public de 200 milliards d'euros. Quand on regarde, et c'est ce que Draghi a pointé, quand on regarde la réalité et quand on compare avec ce que font par exemple les États-Unis, ces 200 milliards de mobilisation sur l'IA sont à comparer avec rien que sur les GAFA, rien que les GAFA sur l'année 2025 ont investi 400 milliards d'euros sur l'intelligence artificielle. Donc Draghi, lui, continue à faire l'exercice de comparaison et de benchmarking qu'il a fait dans son rapport, et voit que le compte n'y est pas du tout. C'est le cas sur l'IA, c'est le cas sur la question de l'énergie, où le coût de l'énergie en Europe est toujours beaucoup trop élevé. C'est le cas en fait dans plein de secteurs. Il y a 2 rapports qui ont été publiés en fin de semaine dernière et qui arrivent à la même conclusion. Le premier, c'est de l'European Policy Innovation Center, qui montre que ces 2 rapports ont fait une sorte de tracker du rapport Draghi, et sur les 383 recommandations du rapport Draghi, eh bien, il y en a simplement 11,2% qui ont été réellement délivrés. Donc ça veut dire que, pardon Béatrice, c'est-à-dire que 89% n'ont pas été appliqués. Moi, je faisais partie de ceux il y a un an qui croyaient qu'on vivait un électrochoc pour l'Europe avec ce rapport Draghi, et finalement vous nous dites que 89% des recommandations n'ont pas été appliquées. Donc il y a effectivement, Draghi pointe à juste titre la lenteur en fait de l'Union européenne à décider, qui n'est pas simplement la faute finalement de la Commission. On sait très bien que les décisions en Europe, ce sont des décisions tripartites. Il y a la Commission propose, le Conseil décide, vote, le Conseil européen, donc c'est le Conseil des chefs d'État européens, et il y a une validation par le Parlement européen. Et on voit bien que sur certaines décisions, et un des points forts du rapport Draghi, c'était ces fameux 800 milliards d'investissements annuels qui étaient nécessaires à faire à partir de 2025. Et ces 800 milliards, il y a des dissensions très profondes au sein même du Conseil européen, donc entre les chefs d'État, sur ces montants d'investissement public à lancer. Et Mario Draghi l'a bien répété hier, en disant il faut refaire un grand emprunt européen, ce que ne veut pas l'Allemagne, et ce que ne veut pas une partie des pays du nord de l'Europe. Donc la question est sans doute les propositions de la Commission, parce que la Commission a voulu attaquer le rapport Draghi par la question de la réglementation et de la simplification. C'est la fameuse loi Omnibus dont on attend encore toujours les détails pour la fin de l'année. Mais la Commission n'a pas été
sur la question du grand emprunt européen, parce qu'elle sait aussi très bien qu'au sein du Conseil européen, il y a des dissensions sur ce sujet-là. Et donc si l'Europe n'a pas suivi, encore une fois, les leçons du rapport Draghi d'il y a un an, c'est pour toutes ces raisons, notamment la lenteur, l'inertie, encore une fois, c'est le mal chronique du fonctionnement de l'Europe. C'est l'inertie, mais c'est aussi les dissensions au sein même du Conseil européen. Alors, c'est pas pour dédouaner Ursula von der Leyen, mais pour prendre juste un autre petit sujet qui est autre que le rapport Draghi, mais l'accord de libre-échange, l'accord sur le commerce avec les États-Unis, je ne crois pas une seconde que Ursula von der Leyen ait signé cet accord commercial sans en avoir informé les membres du Conseil européen. Et il y avait dissension au sein même du Conseil européen sur l'attitude à avoir avec Donald Trump. Et on sait que l'Allemagne avait envie d'un accord assez rapide et n'avait pas envie d'un bras de fer dur et durable dans le temps avec les États-Unis. On ne peut pas dire, évidemment, Béatrice, que rien n'a été fait depuis un an. On le sait bien avec la menace russe aux portes de l'Europe. Ça a contraint, évidemment, la Commission et l'Europe à se réarmer. Il y a une relance de l'industrie de défense. Ça, c'est une réalité depuis un an. Oui, c'est une réalité, mais là encore, nous ne sommes pas en économie de guerre. Il faut reprendre les chiffres, et que vous interrogez aussi beaucoup d'industriels et de sous-traitants français de l'industrie de la défense. Ils vont vous dire il y a de grands chiffres qui ont été annoncés. Nous, on ne voit toujours pas la réalité dans les commandes qui nous arrivent, et de fait, les investissements que ces industriels lancent, en fait, ils ne les lancent pas parce qu'ils n'ont pas les carnets de commandes. Et quand on regarde aussi le plan ReArm EU, donc le plan là, c'était 800 milliards qui avait été annoncé par la Commission pour la relance de l'industrie de la défense. La réalité derrière ça, c'est que sur ces 800 milliards, il y en a 650 milliards qui sont un peu virtuels parce que c'est une dérogation au pacte de stabilité. Donc, la Commission dit, si on déroge au pacte de stabilité, ça peut peut-être permettre aux États au total de dépenser 650 milliards. C'est quelque chose de très vital. Il n'y a pas vraiment 800 milliards qui sont mis sur la table aujourd'hui sur la relance de l'industrie de la défense. Dernier point, et pas des moindres, Béatrice, si l'Europe continue à ce rythme et décroche économiquement, ce qui est une réalité quand on regarde les PIB par tête entre la France et les États-Unis depuis 20 ans, c'est affolant. Est-ce qu'on risque de disparaître de la carte économique mondiale, nous, Européens, face aux géants américains et chinois ? Bien sûr, mais le risque, il est là et le risque, il est avéré. Et David, vous avez raison de rappeler le décrochage du PIB par tête, par habitant entre l'Union européenne, la moyenne de l'UE et les États-Unis. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le décrochage de la France comparativement à d'autres pays européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi un PIB par habitant 30% inférieur au PIB par habitant. Ne rajoutez pas des problèmes aux problèmes, Béatrice. Il y a le cas de la France dans l'Europe, mais déjà sur l'Europe par rapport... Bien sûr. Alors, le décrochage, il est réel. Est-ce que ça veut dire un décrochage sur la carte économique mondiale? Oui et non. Oui, en termes de production, en termes d'innovation, en termes de capacité d'offre, on va bien. L'autre côté de l'histoire, c'est que le marché européen reste un marché énorme de consommateurs. Et donc, on a cette puissance de consommateur, sauf qu'on est dans une situation de vassalisation technologique et qui est déjà là parce qu'on ne veut pas assumer la puissance de notre marché intérieur. Et c'est le contraire de la souveraineté qu'on nous vend depuis maintenant plusieurs années. Tout la souveraineté européenne. Oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Merci Béatrice, à très vite. À bientôt.